quelques débats avec les Est-ce que je musulmans pourrais dire sunnites. un truc avant? Bien sûr, Parce Jack. que justement par rapport au, ton micro, Amel. Justement par rapport à ces vidéos de menaces de mort qu'on a reçues, mais des vidéos qui parlent de toi, qui parlent de moi et tout. Euh, Parce qu'il y a un petit chapitre dans mon livre, normalement Mehob le sait, parce qu'on en a déjà parlé sur Clubhouse. Je l'ai intitulé la chaîne du terrorisme. Tu te rappelles, Mehob, de ce concept? La chaîne du terrorisme ou pas? Voilà. Donc, j'essaye d'expliquer, voilà, ou d'analyser, et donc j'apporte mon analyse. Parce que quand on a un attentat, voilà, on a un attentat. Exemple, une personne qui tue une autre personne. Dans mon livre, je prends l'exemple d'un Français d'ailleurs, euh, Samuel Paty. Voilà, je prends l'exemple de vraiment, parce que malheureusement, c'est un drame, mais c'est un cas d'école. Pour le coup, c'est vraiment un cas d'école. C'est comment ça s'est passé, jusqu'à comment on est arrivé à ce qu'une personne une personne d'origine tchétchène arrive à assassiner, à égorger, difficile, hein, à égorger un professeur. Et donc j'explique la chaîne du terrorisme. Et je prends un autre exemple aussi. J'ai un trou noir, mais hop. L'écrivain Faraj Fouda. égyptien, Faraj Faraj Fouda. Fouda. Voilà, je prends aussi l'exemple de Faraj Fouda, donc qui a été assassiné aussi par une personne et au tribunal, donc au tribunal, quand on a posé la question à cette personne, pourquoi vous avez assassiné Faraj Fouda, il leur a dit c'est à cause de ce qu'il a écrit, donc à cause de ses livres. Donc on lui a demandé, mais est-ce que tu as lu ces livres? Et sa réponse était non, je n'ai pas lu ces livres. Et c'est très, très, très important comme réponse. Vraiment, c'est très important comme réponse. C'est-à-dire comment on peut amener quelqu'un à tuer une autre personne alors qu'il ne connaît rien d'elle. C'est vraiment très intéressant. Et c'est là la chaîne du terrorisme. Donc, elle commence en amont par un point. Et elle finit en aval par justement l'attentat en lui-même. Je vais me grandir mieux parce que Oui, bien sûr, bien sûr. ça sera plus simple. Donc, elle finit en aval par un attentat. Et comment elle commence? Elle commence parce que nous, en tout cas moi et Mehoub, on a défini comme wasatiya. C'est un mot arabe qui veut dire centrisme. Vraiment, ça commence par le centrisme. Et le centrisme, c'est quoi? Dans un débat comme celui-ci, c'est-à-dire on a d'un côté des points de vue, par exemple des apostats qui critiquent, et d'un autre point de vue, on a des musulmans qui défendent l'islam de façon très virulente. Donc, ces deux points de vue irréconciliables. Voilà, qu'on soit d'accord. Ces deux points de vue mutuellement exclusifs. Ils ne peuvent pas tous les deux être vrais en même temps. Voilà, c'est soit les extrémistes ou les radicaux, appelez ça comme vous voulez, religieux qui ont raison, soit c'est les apostats qui ont raison. Mais c'est pas parce que deux points sont contradictoires que là, il y a les centristes qui viennent et qui disent et qui apportent et qui utilisent ce qu'on appelle le sophisme de la solution du juste milieu. Ça veut dire s'il y a deux points qui se contredisent, la solution est forcément au milieu. Et nous, on sait pourquoi ils se mettent au milieu. On sait pourquoi. Il y a plusieurs raisons de se mettre au milieu. Pour ne pas se mettre les personnes à dos. Donc, on va définir ces deux positions comme extrêmes, c'est-à-dire l'apostat ou l'athée qui critique la religion, et l'extrémiste religieux qui défend l'islam. On va les mettre sur le même plan. Donc, une fois qu'on les a mis sur le même plan, nous, ou moi, en l'occurrence, qui suis un centriste, je peux me dire, moi, je suis ni pour cet extrême, ni pour cet extrême. Moi, je suis quelqu'un de bien, qui se situe dans une meilleure position. Donc, en faisant cela, on fait en sorte que ces deux personnes font la même chose. Alors que dans les faits, ils ne font absolument pas la même chose. Il y a d'un côté des personnes qui critiquent une religion en n'utilisant aucun moyen violent contre les personnes, aucun, vraiment aucun, et dont la critique est salvatrice pour la société. Et de l'autre côté, on a des personnes qui défendent
une idéologie ou une religion, en l'occurrence là on parle de l'islam sunnite, et qui utilisent dans leur défense l'intimidation, l'insulte et parfois même la menace. Et parfois même, on passe à l'acte de la menace. C'est-à-dire, on attaque des personnes physiquement, même jusqu'à, voilà, à leur enlever la vie. Donc, il y a absolument rien à voir entre les deux. Mais en faisant cela, encore une fois, on donne la possibilité à toutes les personnes à chaque fois les noms qu'on leur donne, parfois on leur donne le nom de musulmans modérés, parfois, en tout cas, disons à une portion de la population qui n'est point négligeable. Donc, on lui donne la possibilité de ne pas prendre position, parce que les deux points de vue sont extrêmes, donc on ne prend pas position. Donc, le terroriste, l'extrémiste, il est exactement comme l'apostat ou l'athée ou la personne qui défend la liberté. Les deux, on va les déshumaniser. Les deux, on va les déshumaniser. Parce que en faisant cela, on fait de nous-mêmes, les personnes, nous, on prend pas position, on fait de nous-mêmes des bons êtres humains. On est des bons êtres humains. Parce que les autres ne le sont pas. C'est-à-dire, là, t'es l'extrême qui critique, et l'extrême religieux terroriste qui insulte et qui fait tout ça. Donc, en faisant cela, on a déjà enlevé l'humanité à ces deux personnes, ou à ces deux catégories. On les a déshumanisés. Donc, les autres qui aiment leur religion, qui vénèrent leur Allah, qui vénèrent le prophète, qui sont complètement endoctrinés. Ils ont déjà maintenant l'autorisation d'attaquer ces personnes. Ils ont l'autorisation parce que ce n'est plus des êtres humains. Donc on va attaquer cet athée ou cet apostat ou cette personne humaniste démocrate qui critique la religion parce que c'est bon. On a déjà catalogué comme étant qui ne fait pas partie des êtres humains. Donc dans sa critique, donc cette personne-là qui dit faut pas toucher à ma religion, faut pas toucher à ma sensibilité, il va s'attaquer à toi. Il va parler de toi. Vraiment, il va parler de toi. Ça c'est très important. Il va parler de toi. Il va te faire de la publicité en quelque sorte. Ou plus il va te faire de la publicité, plus il va clamer haut et fort son ressenti face à toi, plus il a du succès, plus il y a des personnes qui vont reconnaître ou qui vont te reconnaître ou qui vont savoir qui tu es quelque part. Donc eux aussi ils t'ont identifié. Et à chaque fois qu'on est dans le rejet ou dans la critique de ces personnes-là, dans l'athée, à chaque fois on verse un peu plus, on augmente dans l'intensité. Donc on commence par dire cette personne dont je vais taire le nom, ou je vais taire le visage, ou quelque chose comme ça. Elle critique notre prophète et elle insulte et elle je sais pas quoi. L'étape au-dessus, il y a carrément, on va carrément passer ta photo. Cette personne-là, dont je vais taire le nom, insulte notre prophète, insulte Allah, insulte les musulmans. Elle est raciste. Donc on va encore verser. On va encore augmenter dans le degré. Donc on va encore augmenter cette personne qui s'appelle et qui habite. Donc, à chaque fois, on va augmenter, jusqu'à ce que, je crois qu'en France, vous s'appelez ça, doxer quelqu'un. Donc, on va, à chaque fois, dans le rejet, on va essayer d'identifier cette personne. Et à chaque fois, on va lui faire dire des trucs qu'elle n'a absolument rien dit. Exactement comme dans le cas de Samuel Paty. Elle insulte les musulmans, elle les humilie dans les classes et cette personne s'appelle comme ça Samuel Paty. Et donc la personne qui va venir après dans l'indignation toujours, elle va augmenter d'intensité. Cette personne Samuel Paty qui habite cette région et qui est professeur dans cette école. Donc on va encore verser et on va pas arrêter d'essayer de montrer notre indignation par rapport à ce comportement jusqu'à ce qu'il y ait au final un dégénéré, un déglingué qui ne sait absolument pas de quoi ça parle. Il va pas essayer de comprendre ce que moi je dis ou ce que Mouhéhoub fait, ou ce que Samuel Paty a fait. Il est complètement dégénéré. Et cette personne-là va avoir juste cette information, cette personne-là est islamophobe,
elle est raciste, elle déteste Allah, elle insulte le prophète, elle insulte les musulmans, elle est dans une approche d'insulte, de violence. Donc il a toutes ces informations et en plus il sent qu'il a l'approbation de la majorité des musulmans. Parce que la majorité des musulmans disent de cette personne, elle n'est plus un être humain. Donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? Dans l'indignation toujours, il va s'inscrire dans cette indignation, mais il va lui aussi, à son niveau, augmenter d'intensité. Donc soit il va, merci. Donc soit il va doxer la personne, soit il va aller chez elle, par exemple, il va taper chez elle, tac, 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 ou alors il va laisser une lettre de menace. Et donc, à chaque fois, on essaye d'augmenter l'intensité jusqu'à ce qu'il y ait cette personne-là qui, elle, veut défendre, veut réellement défendre Allah et le prophète. Et elle ne sait toujours pas qui sont ces personnes. Moi, Mihoub, ou Samuel Paty, ou Faraj Foud, elle ne sait pas. Mais elle veut défendre quand même Allah et elle voit que toute la communauté musulmane est derrière ce geste. Parce que cette personne n'est plus un être humain. C'est de la haine. Cette personne, c'est le concentré de la haine de la religion islamique, des musulmans, du prophète et d'Allah. Donc on va la trouver parce que plein de personnes ont fait le travail avant nous. Ils l'ont identifié. Ils ont montré son visage. Ils ont dit où est-ce qu'elle habite. Ils ont dit où est-ce qu'elle travaille. Ils ont donné son emploi du temps. Elle a tout trouvé. Tout est prêt. Toutes les informations sont déjà là parce que des gens se sont indignés. Et dans leur indignation, ils ont donné des informations. Donc toi aussi, tu vas t'indigner, tu vas te prendre toutes ces informations et tu vas passer à l'acte. Et tu vas l'assassiner. Lâchement assassiner. Pour montrer à ton tour ton indignation et ton appartenance à tout ce groupe-là qui est d'accord avec toi. Tu vois, que tu penses être complètement d'accord avec toi. Donc, à partir de ce moment-là, moi, si je peux dire quelque chose, un souhait, voilà, un souhait, vraiment, pour le coup, là, c'est un souhait. Je souhaite que l'État, quel que soit l'État, vraiment, quel que soit l'État, je souhaite que l'État prenne en considération cette chaîne de transmission du terrorisme qui aboutit, in fine, à l'assassinat de quelqu'un. J'aimerais que les États prennent en compte cette chaîne et qu'ils prennent en compte en même temps la liberté d'expression, mais qu'ils prennent en compte aussi en même temps cette chaîne de transmission du terrorisme et qu'ils trouvent un équilibre entre protéger la liberté d'expression et protéger les personnes qui critiquent les idées dans la société. J'aimerais, moi j'en suis incapable, là, je vous le dis, moi j'en suis incapable. C'est pas, pardon. Moi, j'en suis incapable. Je ne suis pas un juriste. Je ne sais pas comment ça marche. Je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas. Mais je suis sûr qu'il y a des personnes compétentes qui pourraient trouver réellement un vrai équilibre entre la répression, entre des procédures. Ça veut dire, on n'attend pas jusqu'à ce que le drame ait lieu. Par exemple, dans le cas de Samuel Paty, je sais qu'après coup, quand le pauvre Samuel Paty a été assassiné, lâchement assassiné, on a condamné non seulement donc les personnes qui étaient directement impliquées, mais la justice a aussi condamné, je crois, un père de famille qui a fait des vidéos, plein de vidéos pour insulter Samuel Paty, pour dire à quel point il était islamophobe et raciste et à quel point il déteste les musulmans. Elle l'a aussi condamné parce que la justice française, elle a considéré qu'il avait participé de manière indirecte à cet attentat. Mais moi, j'aimerais que ça se passe avant qu'un drame eût lieu. Donc, je sais pas, il faut chercher et essayer de trouver un équilibre. Est-ce que j'ai été clair, Miho? Parce que je suis un peu fatigué. Très clair, très clair. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou est-ce que vous avez des critiques à apporter? Moi, je suis entièrement, pardon, Miro. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Et je te poserai la question, est-ce que la personne qui a fermé ton ciné-club connaissait le film Borat? En fait, je retrouve une similitude dans la méthode. C'est pas le seul. Je ne remets pas en question toute l'analyse que tu as dite. D'ailleurs, tu as inclus ça dedans. C'est ce phénomène-là où des gens, parce que d'autres personnes vont populariser
une fausse rumeur et qu'elle touche à leur sacré, ils vont commencer à amplifier cette rumeur-là jusqu'à aller à un acte. Et clairement, la question qui se pose, que tu poses, c'est comment agir en amont quand on est juriste, quand on fait des lois, comment trouver un équilibre entre la liberté d'expression qui doit être donnée à toute personne et réprimer les gens qui contribuent justement à ces rumeurs-là qui font qu'un jour, quelqu'un passe à l'acte. Voilà. Sinon, quelque chose de moins sérieux, rapidement, avant de vous laisser pour la soirée, puisque c'est la dernière soirée Jack, avant 2024. J'ai un petit défi, c'est que s'il y a échange, où tu es sérieux, concentré, que tu places le mot bicyclette dedans. Voilà. Merci Amir, merci Jack. C'est très intéressant parce que c'est ça qu'on a discuté ce matin-là. Il y avait une discussion entre Aposta et Karim. C'était justement sur ça. Et c'est un petit peu compliqué. Comment on fait ça sans faire peur les gens qui parlent? Parce que des fois qu'on parle de ça, il y a des gens qui, j'ai l'impression qu'ils ont peur de parler. Parce que là, on parle de menaces et tout, et il va dire que, bon, moi, je vais pas risquer ma vie, je vais pas faire ça, je vais pas ça. C'est pour ça que moi, j'ai jamais partagé, par exemple, les menaces. Parce que les menaces que j'ai reçues, pas seulement dans une année ou 2 ans, 3 ans, c'est des années et des années que j'étais exclu des milieux, j'étais menacé, même ma fille, qu'elle était jamais, par exemple, au clubhouse, elle était menacée. Et elle sait même pas parler l'arabe. Elle était menacée, elle était besoin d'avoir un téléphone secret. Mais moi, j'ai jamais parlé de ça. Parce que je sais que si je parle de ça, il y a des gens j'ai l'intention qu'ils ont peur. Et j'aimerais bien leur donner des feedbacks et tout, mais... C'est un dilemme. Si tu n'en parles Oui. pas, Oui. ça veut dire que ça n'existe pas. Oui. Le problème, c'est que ça existe. Mais tant que tu ne m'en parles pas, ça n'existe pas. Parce que pour prendre des mesures contre quelque chose, il faut que ce quelque chose existe. Mais si on n'en parle pas, ça va pas exister, Mého. Tu vois, quand tu reçois des messages directs comme ça, ou ta fille reçoit des messages, si on n'en parle pas, ça veut dire qu'on n'a pas reçu de message. Ici, il n'y a pas eu de message de menace, parce que justement, on n'en a pas parlé. Quelle mesure l'État va prendre? Et il faut trouver le bon équilibre. Et moi, je te dis, il faut en parler, Mého. Vraiment, il faut en parler. Il faut en parler. Je suis sûr qu'on aura, on aura un effet bénéfique au fait d'en parler. Ça ne va pas, non, ça ne va pas empêcher les gens d'en parler à leur tour. Au contraire, ça va les pousser à parler. Moi, c'est ce que je pense. Ça va pousser les gens, ce que moi j'appelle la majorité silencieuse. Donc cette majorité silencieuse qui manque, je répète, hein, qui manque de passion sur plein de sujets. Parce que c'est ça la majorité silencieuse. Tu es une majorité silencieuse sur plein de sujets, mais sur d'autres, tu ne l'es pas. C'est-à-dire que tu prends un sujet, il y a la majorité silencieuse, mais c'est pas toujours la même. Donc, donc comment on va la définir? Par manque de passion. Donc une majorité silencieuse, c'est celle qui manque de passion. Donc faisons en sorte que cette majorité-là, qui manque de passion dans le débat sur la critique de la religion, agit qu'on lui donne un peu de passion. C'est exactement ça, Miro. Oui, Donc, oui. on va en parler. On va en parler au maximum. Déjà, ça va donner l'occasion à l'État, si l'État veut agir, parce que c'est pas nous l'État, si l'État ne veut pas agir ou que la justice ne veut pas prendre des mesures, on peut rien faire. Nous, on peut rien faire. Mais par contre, les citoyens de ce pays peuvent faire, parce que l'État ou la justice, c'est eux. L'État gouverne en leur nom. La justice est donnée en leur nom. Donc, ils ont leur mot à dire. C'est ça la majorité silencieuse. Donc, ayez votre mot à dire. Il faut commencer à parler. Sérieusement, il faut Absolument, commencer à Jack. parler et avec passion.
Oui, Et je vous le dis dès maintenant, vous risquez de dire des conneries. C'est normal. Quand vous allez parler et vous allez commencer à parler avec passion de plein de sujets, vous risquez de dire des conneries. Mais c'est normal. C'est en disant des conneries, parce que c'est ça la définition de la liberté d'expression. C'est la liberté de dire des conneries. C'est la liberté de se rendre compte qu'on s'est trompé. C'est la liberté d'améliorer son discours. Mais si tu le fais pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes ces personnes-là qui, elles, prennent le risque, montrent leur visage, on va dessiner des cibles dans leur dos. Réellement, on va dessiner des cibles dans leur dos. Et vous êtes là, on regarde ces cibles-là en train de s'affiner, en train de prendre forme, en train d'être le plus clair possible. Ben, si une cible devient très claire, ben, il y aura certainement une personne qui voudra atteindre cette cible. Mais s'il y a plein de cibles, plein de cibles, des centaines, des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de cibles, ça veut dire qu'il n'y en a plus. Je vous le dis, ça veut dire qu'il n'y en a plus. La ligne sera tellement ténue, sera tellement floue qu'elle ne va pas apparaître. Parce qu'on sera des milliers de personnes à avoir la même cible dans le dos. mhm. Pardon, Merci, Myriam, je t'ai coupé. merci. Je vais juste dire un dernier mot là, parce que moi, ce matin, j'ai promis à Karim et à Posta et à tous les gens qu'on va parler de ça. Et j'ai dit que, surtout avec Jack, et parce que là, il faut comprendre comment ce qu'on appelle l'autorité religieuse, parce que eux, ils avaient le monopole. Comment dire, si je peux dire, le monopole de marché. Parce qu'ils avaient les mosquées, ils avaient les écoles, ils avaient les places publiques, ils contrôlaient tous. Mais maintenant, on a quelque chose, un outil qui est très, très efficace, c'est l'Internet. Alors là, on est dans une plateforme qu'on est équal. Et là, ils ont pas les idées. C'est une plateforme des idées. Et eux, ils ont pas les idées, ils ont que les menaces, c'est pas d'insulter les gens, ils ont pas les idées. Alors, et surtout ici, dans les plateformes, il y a beaucoup des intellectuels et des gens qui vont à l'école et tout. Alors, vous voyez le changement. Et un jour, on va parler de ça et je vais raconter l'histoire de TikTok. Quand je suis rentré au TikTok les premiers jours et les premiers mois, parce que c'est très, très intéressant. Il n'y avait pas des gens qui critiquaient la religion dans les lives arabes. Quand je suis rentré, je suis monté au stage et je lui ai dit que je n'étais pas un musulman. Ils étaient choqués qu'il y avait des Algériens qui n'étaient pas musulmans. Alors, il y a quand même un grand changement maintenant après des mois. Il y a une forme de tolérance maintenant par rapport à une année avant sur TikTok maintenant. Et TikTok, il va devenir une plateforme laïque, ou comment on dit, il va avoir plus de tolérance, d'acceptation pour les autres idées, pour les autres gens, et les gens vont comprendre qu'il y a des Marocains qui sont pas musulmans, qu'il y a des Algériens qui sont pas musulmans, qu'il y a des Tunisiens qui sont pas musulmans avec le temps. Mais juste ça, il faut faire quelque chose. Et moi, franchement, c'est pour ça que je vais essayer maintenant, dans la prochaine, de faire des lives en norvégien. Je vais me concentrer sur ça au moins une fois par semaine, parce que là, en norvégien, je peux, comment dire, envoyer un message à l'autorité norvégienne, danois et suédois. Presque. Moi, on comprend la langue suédoise, on comprend les danois. Alors, je pense que ça va être efficace aussi pour l'expliquer qu'un apostat dans un pays qui vient d'un pays musulman, c'est pas facile. Même s'il vit en Norvège, même s'il vit à Stockholm, même s'il vit à Copenhague, il peut être menacé, exclu, terrorisé chaque jour. Pas seulement lui, mais même sa famille. Oui, d'ailleurs, en parlant de ça, Mehoub, est-ce qu'on peut... moi, j'aimerais bien inviter Selwan Momika. Tu te rappelles de lui? Oui. Oui, j'aimerais bien parce que ça serait intéressant que le public français découvre Selwan Momika. Je sais pas ce que vous connaissez Amir ou Oui, oui, Apostle oui. Café. Ben, j'ai des amis en commun avec lui. Je vais essayer de voir si je peux Non, l'avoir. je le connais. On a Ah, l'habitude d'accord.
Très J'en ai bien. l'habitude de parler ensemble. Bah, il parle pas français, il parle que arabe. Donc, Oui, Salwa al-Momika, pour ceux qui ne savent pas, c'est la personne qui brûle le Coran, en Suède. qui a brûlé le Coran pratiquement toutes les semaines cet été en Suède. Donc, je pense que vous en avez entendu parler. Euh, donc, j'aimerais bien. Je vais essayer de le contacter, mais peut-être qu'il va venir ce soir, s'il est libre. Hmm. Ouais, juste un dernier truc, Jack, en parlant de le sujet que vous êtes en train d'aborder. J'ai contacté Zioclo pour aussi peut-être faire quelque chose avec la chaîne Vous avez le droit. Je ne sais pas si tu connais cette chaîne-là, Vous avez le droit, qui parle de droit Oui, en oui, je connais France. très bien. Voilà, donc je lui ai demandé de voir avec lui